Merci infiniment pour cette invitation. Je commence déjà par remercier le président du Parlement marocain et le président de la Chambre des représentants pour cette invitation. Je remercie tous les organisateurs et je suis vraiment honoré pour plusieurs raisons. Déjà, honoré d'être dans ce podium. Je suis un peu modeste, mais le podium est très de haut niveau. Je suis honoré d'être devant cette salle pour les députés, les ministres, que ce soit du Chili, que ce soit du Maroc, les parlementaires des deux parlements. Et aussi, je suis aussi vraiment honoré de voir un peu une jeunesse dans la salle. Et ça nous met déjà dans une vision du 7e cycle du GIEC. Mais je suis aussi honoré parce que s'il y a cette rencontre avec le Chili à cet événement, il y a 5 ans, depuis la COP 25 à Madrid, où le Chili était le président, le vrai président, qu'on a commencé une bonne collaboration avec nos collègues chiliens. Et pour votre information, le GIEC, l'Organisation météorologique mondiale, et la Fondation MERI en pavillon conjoint. MERI, c'est une fondation chilienne. Et aussi, je suis aussi honoré de vous informer parce que vos ministres du Chili, vous avez coopté une ministre, Maïssa, qui est un auteur principal, coordinateur du 6e cycle du GIEC. Donc, je suis tellement honoré. Et donc là, je vais essayer de vous donner une présentation qui est... j'avais prévu déjà, je suis un météorologiste et j'ai déjà prévu que M. le ministre et Mme la ministre vont déjà parler des cas marocains et des cas chiliens. Et je vais un peu me situer dans le cadre du GIEC. Et je vais vous embarquer avec moi dans la vie du GIEC. Et depuis sa création en 1988 avec l'Organisation météorologique mondiale et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais pour une mission, c'est pas faire la recherche, c'est évaluer la recherche. Il y avait de la recherche à propos du changement climatique, mais il y avait d'un côté les chercheurs, il y avait aussi les décideurs. Et le GIEC a été créé pour jouer le rôle de ce pont entre une recherche évaluée et comment la communiquer aux décideurs pour qu'ils prennent décision, pour qu'ils actent. Et puis, là, vous avez devant vous un peu toute l'histoire. Le premier rapport du GIEC, beaucoup de monde, je suis sûr et certain, vous n'êtes pas au courant de ça, c'est grâce au premier rapport du GIEC en 1990 que la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique a été créée. Ça, beaucoup de monde ne savent pas ça. Le deuxième rapport, en 1995, et tout le monde est au courant du protocole de Kyoto. L'entrée de base du protocole de Kyoto, c'est le deuxième rapport du GIEC. En 2001, il y avait cette question de notion d'adaptation. Et c'est grâce au troisième rapport du GIEC que la notion d'adaptation a été introduite. Et les pays en voie de développement se sont vus intéressés pour étudier les rapports du GIEC. Et bien entendu, au fur et à mesure des années, la recherche avance. Et quand la recherche avance, on est capable, on a la confiance d'utiliser les nombres. Et c'est en 2007, le 4e rapport, qu'on a introduit l'anomalie de température de degrés. Et c'est l'année que aussi le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. On partage avec le vice-président Al Gore. Le 5e rapport, 2018 2015 a été l'entrée de base de l'accord de Paris. Et on a géré le 6e rapport, le 6e cycle, où son utilité était capitale pour le premier Global Stocktake. Le Global Stocktake, c'est l'évaluation des intentions des pays à limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Et c'était le cycle le plus intense de l'histoire de l'IPCC. Il a produit 8 rapports. Et j'ai eu l'honneur de gérer ce GIEC pendant cette période, pendant la période de Covid. Et maintenant, par rapport au 6e cycle, ce qui est très très intéressant, et je le mets dans le contexte maintenant, c'est que la conclusion du rapport de synthèse, il est venu avec 3 composantes. La première composante, c'est qu'il y a une alerte. Alerte claire. Les interventions de nos ministres ont présenté de façon élogieuse qu'on n'a plus le droit de douter. On utilise même des phrases qu'on dit unequivocal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'incertitude. Il y a donc une responsabilité scientifique, mais quand on sait, on devient responsable. Ce n'est pas comme le cas du premier. Et puis, la deuxième chose, il y a l'alerte. Mais il y a aussi l'espoir. L'alerte et l'espoir. Pourquoi l'espoir? L'espoir parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une mobilisation telle, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan technologique. Sur le plan aussi souscription de tous les acteurs dans la volonté de réduire. Et ce qui vient avec les énergies renouvelables, l'économie circulaire, le changement de comportement, tout ça, ce sont des précurseurs de transformer le changement climatique, climate change, en climate chance. Et il y a l'espoir, et je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure. Mais il y a l'alerte, il y a l'espoir, et il y a aussi les challenges, les défis. Et les défis sont plus ou moins articulés sur plusieurs niveaux. Sur l'incapacité des pays en voie de développement à réagir, à s'adapter au rythme des phénomènes extrêmes. Aussi, l'incapacité de certains pays en voie de développement pour le pouvoir technologique, le savoir à leur disposition. Et il y a aussi l'incapacité d'accompagner tous les investissements financiers. Et je situe par rapport, donc, alerte, espoir et challenge. Et je viens de rentrer de la COP29, où un des résultats plus ou moins éloquents, c'est l'augmentation de 600 000 milliards de dollars vers 300 milliards de dollars. C'est un peu l'intention un peu claire et la démonstration que sans argent, on ne peut pas essayer d'installer une adaptation pertinente. Mais l'intention est là, la mobilisation et le management, la gestion, c'est en est un autre. Mais il a été aussi accompagné avec une décision qui a été adoptée le deuxième jour de la COP, c'est la mise en place de l'article 6 de l'accord de Paris qui permet le marché de carbone. Voilà un peu de choses qui sont importantes. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le GIEC évalue la recherche. Et nos rapports doivent être neutres par rapport à la politique. C'est plus ou moins un peu un paradoxe. Je suis là, je suis le secrétaire du GIEC, et je suis devant toute une salle qui fait la politique. Mais bon, on essaie de vous donner les options. Et on ne vous dit jamais quelle est l'option à prendre. C'est à vous de l'évaluer à votre contexte et l'adapter selon vos possibilités. Et établir un mécanisme de mise en œuvre qui soit en quelque sorte le plus approprié pour assurer la durabilité. Maintenant, le prix de Nobel, je l'ai déjà dit. Bon, il y a une richesse de documents du GIEC depuis son inception. Rien pour une idée du 6e cycle du GIEC, on a pesé tous les rapports, ils font 30 kilos. Et vous croyez-moi que vous, ministres, je suis sûr certain, vous n'êtes pas prêts à lire tous les milliers de pages. Et quelque chose qui a été réalisé dans le 6e cycle, c'est exactement comment porter le message, comme il a été institué au départ, aux politiques. Parce que vous avez un rapport de 1000 pages,
il est aussi transformé en résumé pour le décideur. Et un résumé pour le décideur peut être aussi contenir 18 à 20 messages clés. Ces 20 messages clés, c'est encore long pour un ministre. Et on va vers, et là je crois que c'est un effort colossal qu'on a réalisé, réduire les 20 messages en 4 messages, 5 messages pour chaque rapport. Et je vais vous montrer un petit exercice, ça c'est à la taille d'une carte de visite. Mais si on l'a fait comme un accordéon, vous avez tous les rapports du GIEC pour le 6e cycle, et chaque rapport, il y a 4 à 5 messages. Je crois un ministre pour la mettre dans sa poche et peut prendre des décisions. Pourquoi? Parce que ces 4-5 messages sont appuyés par un rapport, un résumé pour le décideur qui a été approuvé avec le gouvernement. Ce sont les gouvernements qui ont approuvé le résumé pour le décideur. Et ce résumé pour le décideur, il est appuyé par un rapport d'1 millier de pages qui vient d'une évaluation de la science. Et je crois que c'est quelque chose de très important qu'on a fait. Maintenant, par rapport au cycle de la préparation du rapport du GIEC, c'est la seule qui suit 10 étapes. Parfois, je dis que ce sont les 10 commandements pour préparer un rapport. Et c'est uniquement le GIEC qui répare selon cette rigueur. Maintenant, je viens rapidement au concept de migration tel qu'il est vu par le GIEC. La migration, il faut l'avoir de 2 volets. D'abord, la migration, c'est une notion d'adaptation. Et aussi, c'est un résultat. Parfois, la migration, si elle est bien faite, si elle est bien anticipée, si elle est bien proactive, peut contribuer à une anticipation par rapport au modèle économique sur place. Mais bien entendu, il ne faut pas oublier que la migration, elle doit être tenue en parallèle avec d'autres aspects qui sont liés à l'incertitude économique, à l'instabilité politique. Il y a aussi la notion qu'on utilise parfois dans l'adaptation, qui est ce qu'on appelle la maladaptation. Mais il faut aussi raisonner à ce qu'on appelle une mal-immigration. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que si elle est mal gérée, les catastrophes vont être quelque chose de très, très important. Là, il y a l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier. Je crois que Sa Majesté l'a bien illustré dans le cadre du séisme qui a frappé la région c'est que parfois les populations sont contre l'immigration. Ils veulent rester chez eux. Ils veulent rester chez eux. Et une forme d'adaptation, de gestion de l'immigration, c'est comment recréer les conditions nécessaires pour permettre aux gens de rester chez soi. Et ça, c'est quelque chose je crois que l'intelligence de Sa Majesté était vraiment spectaculaire. Maintenant, quelques éléments. Et là, c'est quelque chose qui est là avec les chiffres. Comme les augustes ministres ont bien donné les chiffres assez précis pour le cas d'aujourd'hui. Mais comme le GIEC, c'est un cycle qui produit le rapport tous les 7 ans, on se base sur le passé. Mais ce n'est pas grave parce qu'on apprend toutes les leçons nécessaires parce que c'est une recherche évaluée et que ce sont des chiffres crédibles qui peuvent même donner une idée sur quelles sont les zones où il y a un manque de données. La fourniture de données, c'est aussi une gestion du changement climatique. Et c'est quand on sait qu'on a... Et voilà, ce sont le genre de figures qui permettent d'illustrer la migration à l'échelle mondiale. Mais soyez, parce que même moi, j'étais un peu confiant à un certain moment, les points où il n'y a rien ne sont pas concernés directement par la migration. Mais ce sont les régions potentielles qui peuvent subir la migration. Parce que la migration, là où vous avez les rangs qui sont assez grands, les disques assez grands, c'est là où il y a la source d'immigration. Mais ceux qui vont recevoir la migration, effectivement, ce sont les pays où il n'y a pas l'acuité de la migration, et c'est le cas du Maroc, avec toute la migration
qui vient du Sub-Sahara et tout ça. Je crois qu'il faut lire le schéma avec cette optique. Bien entendu, je crois qu'il y a des chiffres qui sont éloquents et ce sont des chiffres validés par les gouvernements. Je vais un peu vite. Voilà, il ne faut pas aussi oublier que l'immigration n'est pas uniquement liée au changement climatique. Elle est aussi liée au conflit. Et il y a une interférence entre les deux. Un amplifie l'autre. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Vous avez devant vous des chiffres éloquents qui situent quels sont les chiffres liés aux désastres naturels, et y compris le changement climatique, et ceux qui sont liés au conflit et aux violences. L'autre figure qui est très importante, et là c'est très important pour les gestionnaires de l'immigration. Ça, c'est l'historique des chiffres des immigrations, aussi bien d'ordre conflit que d'ordre naturel hors changement climatique, dérèglement climatique. Et on voit qu'il y a un changement au fur des années. Une année peut créer, la barre peut être très haute parce qu'il y a un conflit de guerre, quelque chose comme ça. Et là, c'est là. Et puis, comme j'ai dit, il y a une interférence entre, parce qu'une population en immigration, elle va subir mal, elle va subir d'une façon amplifiée les dégâts d'une immigration causée par les phénomènes extrêmes. Ça, c'est quelque chose d'important. Bien entendu, je crois qu'il y a les phénomènes un peu qu'on peut anticiper. Il y a aussi les phénomènes à caractère imprévu, comme les cyclones, comme d'autres inondations. Par exemple, il y a plusieurs régions qui sont intéressées par les immigrations. Mais en général, les statistiques du 6e rapport donnent que ce sont les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes avec les feux de forêt. Et même il y a un nouveau concept de feu de forêt qui est venu avec le 6e cycle, ce qu'on appelle les feux de forêt d'origine météorologique. Fire weather. Et ça, c'est quelque chose d'un peu qui est à la mode. Bon, il y a un peu les aspects liés à l'étendue temporelle et géographique. Il y a la migration indéfinie ou permanente. Il y a la migration inter, comme ça a été dit, et puis la migration régionale internationale. Il y a aussi la notion des déplacements. Et les déplacements, c'est un mouvement de groupe. On peut gérer un déplacement individuel, mais quand il s'agit d'un déplacement de groupe, c'est tout un arsenal de dispositions qu'il faut engager. Et là, je crois que les gouvernements ont besoin de toute la politique nécessaire de mobilisation. Il y a aussi la notion après immigration, la réinstallation, et puis il y a aussi les mobilités. Et les mobilités, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des populations qui ne veulent pas quitter leur lieu d'origine. Bien sûr, il y a les aspects positifs et l'aspect négatif. Si l'aspect positif réside dans le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise l'opportunité. Si on immigre en considérant toutes les opportunités, comme la création d'emplois, toute l'économie, tel que le recours à l'énergie propre, ça c'est une opportunité. Par contre, une immigration est toujours associée à une vulnérabilité extrême et la population en immigration va subir les pires dangers. Bon, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nos rapports sont évalués, approuvés par le gouvernement, mot à mot, ligne par ligne. Et bien entendu, par rapport au groupe 1, il illustre l'alarme. Et il dit, c'est déjà là, ce n'est pas la peine de... Le groupe 2, il dit, il n'y a plus de doute, tout est inéquivoque. Donc, si on retarde encore, on va encore lier une sorte de dynamique qui va être trop tard. Et parfois, j'utilise cette parenthèse, parfois des gens disent, pourquoi on souscrit à l'atténuation? Pour moi, sa souscription à l'atténuation
c'est une sorte d'adaptation. Tout simplement, s'adapter à un scénario d'une anomalie de 1,5 degré est toujours possible. S'adapter à un scénario où l'anomalie de température est à 4 degrés, c'est impossible. La marmite l'a déjà brûlé. C'est ça, donc c'est un peu quelque chose qu'il faut tenir en considération. Ça, c'est le rapport 3 qui s'intéresse à l'aspect économique et solutions. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, et ça, c'est l'espoir. Nous avons la possibilité, en 2030, de réduire par la moitié les émissions. Donc, et là, je crois que je ne vais pas répéter parce que je vais passer par la conclusion. Je vais juste utiliser la dernière slide, parce qu'il y a tous les aspects, parce que l'adaptation, la migration, elle est liée à tous les autres phénomènes. Mais il y a la possibilité de mettre en place une adaptation juste dans le contexte de la migration et avec un système d'anticipation, on peut réussir. Je vais conclure par quelque chose qui a plus ou moins rodé, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes à l'ère de changement de concept. Si dans le passé, on s'adaptait normalement, on n'a plus le cas. Maintenant, si on gérait les crises à l'époque, ce n'est plus le cas. On a migré de la gestion de crise vers la gestion du risque. Même la gestion du risque n'est plus valable. On est maintenant dans la logique de la gestion de la connaissance du risque, pour se donner quelques années pour la proaction. Et le maître mot, il faut qu'on soit vigilant. Et être vigilant dépend d'un triptyque. Et je finis par là. Pour être vigilant, il faut être comme un commandant technique, avoir le meilleur système d'information. Pour être vigilant, il faut avoir la capacité de réagir. Pour être vigilant, il faut avoir la capacité de prévenir. Et dans ce domaine-là, c'est être mené un très bon système d'information, tel qui vient de la météorologie nationale, le centre climat. Dans ce cas-là, se munir dans toutes les pratiques qui installent les politiques publiques, notamment vous, Parlement et ministres, qui permettent la capacité de réagir et aussi la capacité de prévenir et de proactif. On peut avoir une très bonne capacité de s'adapter maintenant, mais si on a la capacité d'assurer une bonne adaptation planifiée, c'est encore mieux. Et je termine ici. Je vous remercie, j'ai pris d'autres minutes.